Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. 64 ans, 65 ans, est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge les Français pourront partir en retraite si Emmanuel Macron est réélu dans 10 jours? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a deux principes très clairs. Nous avons d'abord à préserver la solidarité intergénérationnelle dans notre système. Premier principe, donc on ne veut pas une retraite par capitalisation, on veut garder la solidarité. Et le deuxième principe, c'est qu'on ne veut pas amener à une baisse de pouvoir d'achat, ni des actifs, si on augmentait les cotisations, ni des retraités en baissant les pensions. Une fois qu'on a posé ces principes, on a un troisième principe qui est clé, qui est le dialogue social. Donc le président dit, pour y arriver, il n'y a évidemment pas 50 000 solutions, il y a celle de travailler tous un peu plus longtemps, le faire de manière progressive. On a proposé 4 mois de plus par an, ce qui amènerait 64 ans vers 2027-2028 et 65 ans vers 2030-2031. Et le président dit que dans la concertation, dans les choses dont il faut qu'on discute, il y a le rythme, mais il y a aussi les clauses de revoyure qu'on peut mettre sur le chemin. Ça veut dire quoi concrètement une clause de revoyure? On était parti sur l'idée de 65 ans ferme, j'allais dire, puis maintenant on a l'impression que c'est 64 et puis on verra après. On peut écrire 65 avec une clause de revoyure 2028 si par exemple les paramètres économiques et financiers d'ici là, de la croissance qu'on a générée et de certains paramètres du système lui-même nous amènent à penser que l'équilibre est rétabli. On peut très bien se dire aussi, on fait une première étape et on se donne rendez-vous pour continuer après. Ce qui est clé là-dedans, c'est qu'on croit à la concertation. Et vous me parlez... C'est pas nouveau. Il n'y a pas toujours eu ça pendant le quinquennat. Ministère, je peux vous dire, dans beaucoup de sujets, beaucoup de ministres d'ailleurs ont permis de faire avancer des sujets qui parfois étaient encalminés depuis 10, 15 ou 20 ans. Dans mon cas, par exemple, la mutuelle santé des fonctionnaires sont des choses qu'on a faites par concertation. Mais vous me parlez du projet d'Emmanuel Macron. Moi, j'aimerais vous donner ce qui se produit dans le choix que les Français ont à faire le 24 avril. Regardez ce que propose Marine Le Pen sur les retraites. D'abord, on ne comprend pas très bien comment c'est financé. Mais surtout, il n'est jamais question de dialogue social. Jamais dans le programme de Marine Le Pen, ni sur les retraites, ni sur quoi que ce soit d'autre. Il est question de faire appel aux syndicats, faire appel aux corps intermédiaires. Si vous l'écoutez dans son modèle de gouvernance, dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs comment les choses vont se matérialiser, ce qu'on a bien compris en revanche, c'est qu'elle fait appel au peuple, avec des référendums tous les matins, et elle vous parle de son Parlement. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de concertation, ni sur les retraites, ni sur rien. Ça veut dire que son programme est un bloc, et au fond, c'est un régime de négociation qui n'existe plus. On le voit d'ailleurs dans les mairies qui sont aujourd'hui tenues par des membres du Rassemblement national, il n'y a plus de dialogue social. Et vous voyez, en tant que moi, ministre de la fonction publique, qui regarde aussi nos institutions fonctionner dans le domaine social depuis maintenant des décennies, j'observe que Marine Le Pen n'est en rien quelqu'un qui peut d'ailleurs faire vivre les valeurs du service public. Elle ne croit pas à l'égalité de traitement, qui est au cœur du service public. C'est-à-dire qu'elle dit les agents publics demain vont avoir à différencier les étrangers et les Français. Il y a une chose qui n'a pas été vue. Elle veut que les professeurs, les modalités de leurs enseignements, le contenu de leurs enseignements ne soient plus le fruit d'une concertation, d'un travail collectif, mais soient votés au Parlement. C'est-à-dire qu'elle reprend pleinement, en forme de dirigisme, les programmes et les contenus. Ça veut dire quoi derrière? C'est que ça peut laisser la place à toutes les instrumentalisations de l'histoire, des contenus pédagogiques. Ça, c'est aussi très grave pour le service public. Dernier élément, elle nous dit qu'elle est intéressée par le pouvoir d'achat. Mais les agents publics, manifestement, ne sont pas sa priorité. Face à l'inflation, pour elle, le point d'indice, le dégel du point d'indice n'est plus une priorité. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on peut parler du projet d'Emmanuel Macron autant que nécessaire, et c'est sain qu'on le fasse. Mais j'aimerais aussi qu'on rappelle bien l'alternative qui est posée aux Français le 24 avril, en quoi Mme Le Pen ne croit absolument pas au dialogue social, absolument pas à la concertation, absolument pas à ce qui a fait notre modèle économique dans le privé comme dans le public, et que sur ses visions, sa manière de concevoir le service public, elle veut saper, elle veut saborder nos valeurs, notre fonctionnement et la liberté, notamment de nos enseignants. Alors malgré tout, en voulant montrer du dialogue ou de la souplesse, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a surtout pas créé de la confusion sur ce projet de réforme des retraites et même du doute sur sa détermination à mener la réforme? La détermination qu'il a, c'est de s'assurer que notre système de solidarité, de répartition est préservé. S'il ne le fait pas, dans 3, 5, 10 ans, c'est chacun pour soi. Il a déjà renoncé à une première réforme des retraites pendant le quinquennat. Non, mais reprenons les choses. La première des priorités, c'est s'assurer que cette solidarité fonctionne et que notre système de répartition tient debout. Pour qu'il tienne debout, il faut qu'on équilibre ce que les actifs payent et ce que les retraités reçoivent. Si vous ne réglez pas
l'équilibre du système par plus de travail, soit par le plein emploi qu'on vise, et par un peu plus de travail individuellement. Madame Le Pen, au fond, si vous regardez la réalité de son projet, c'est une baisse des pensions qu'elle nous propose. Ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pas de la confusion. Vous savez, il y a quelques temps, quand on avait présenté notre premier projet, les gens nous ont dit... Quand on change au lendemain du premier tour, non, avant même d'être élu, c'est l'impression que ça donne. Le cap est clair. Travailler plus, de manière progressive, pour assurer l'équilibre du système, pour assurer le financement de notre modèle social, également pour le vieillissement, le grand âge. Ensuite, quand on dit on veut faire de la concertation, c'est d'ailleurs intéressant. Tous nous disent pourquoi tout n'est pas déjà ficelé. Parce que précisément, on va faire de la concertation. Et le président, ce n'est pas de la confusion, c'est de dire voilà les sujets qui seront dans la concertation qui aura lieu dès l'été. Hier soir sur TF1, le président candidat a dit « Je veux faire des économies sur l'État en continuant à numériser, à simplifier, à enlever de la bureaucratie ». Vous qui êtes ministre de la Transformation publique, elles sont où les économies si au final on ne s'engage pas sur une baisse des effectifs dans l'administration? Alors, je peux vous donner un exemple de notre action. Le prélèvement à la source. C'est moins de bureaucratie, c'est beaucoup plus de simplicité pour les Français. C'est des agents des services des impôts qui ont d'autres missions et qui, je crois, sont aujourd'hui beaucoup plus dans des missions d'accompagnement, de proximité. Et c'est vraiment une réforme qu'on a faite. Mais ce ne sont pas des économies. Je peux vous dire que la gestion du système des impôts coûte moins cher aujourd'hui. Et donc, il y a des économies qui sont dégagées. Quand on veut faire la solidarité à la source, c'est-à-dire de dire, après le prélèvement à la source, on veut verser les aides au logement, les aides aux familles, de manière automatique, la prime d'activité, le RSA de manière automatique. Ce sera des dépenses en plus si ça fonctionne. C'est moins de fraude, c'est moins de non-recours, c'est une immense simplification des systèmes à l'intérieur de l'État et pour les Français. Et donc c'est comme ça qu'on avance et qu'on transforme notre pays en ayant un meilleur service public, beaucoup moins de bureaucratie, beaucoup moins de complexité pour les Français, un système de l'intérieur pour les agents qui est beaucoup plus simple, et ensuite vous pouvez faire ce qu'on veut faire, continuer à redéployer nos forces, remettre des agents publics devant les Français. Évidemment, on l'a fait sur les policiers, on l'a fait sur les greffiers et les magistrats, on l'a fait sur les enseignants au premier degré, on a remis 5000 personnes dans les maisons France Service au plus près des Français. Notre vision, c'est qu'on n'est pas devant un mastodonte figé, on est devant une organisation qui doit servir les Français au plus près, qui doit se transformer, mais tous ceux qui ont d'ailleurs regardé, tous ceux qui sont entrés dans l'idée qu'on faisait des économies en comptant les fonctionnaires comme des bâtonnets, et que c'était une solution à tous les problèmes, regardez le bilan de la RGPP, qui avait cette optique-là. La révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy. Du fameux 1 sur 2. Ça, in fine, c'est quoi le résultat? C'est moins de policiers, moins de militaires, moins d'agents publics en proximité des Français. Et donc à la fin, si vous regardez le bilan, bah finalement, ça a tellement été mal géré que ça a coûté plus cher que les économies de façade que ça a généré. Donc notre encre, là aussi, elle est très claire. À partir de 2026, on rembourse la dette. Tout comme d'ailleurs, entre 2017 et 2019, nous avions ramené le déficit en dessous des 3% pour la première fois depuis plus de 15 ans. Et en le faisant, nous avions fait des économies de fonctionnement, des économies d'organisation, mais sans entrer dans le débat, en comptant les fonctionnaires comme des bâtonnets. Emmanuel Macron a fait tiquer certains en félicitant une jeune femme voilée qui se revendiquait féministe. Question simple, à vos yeux, peut-on être voilé et féministe? D'abord, évidemment oui. Et l'autre point, c'est qu'on est en train de regarder le doigt et pas la lune que nous montre Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle veut remettre en cause l'état de droit, nos libertés fondamentales. Elle a une vision, on le voit bien, où les journalistes, elle choisit qui doit pouvoir l'interroger. Regardez comment se passe d'ailleurs cette conférence de presse. On s'éloigne du sujet du voile. Non, c'est le même sujet. C'est est-ce qu'on considère qu'il y a des libertés fondamentales? Personne n'a jamais, dans notre civilisation, considéré que, de manière dirigiste, on allait écrire des choses sur la manière dont chacun pouvait s'habiller dans la rue, pouvait vivre des choix individuels. Donc on est en train là de monter en épingle le doigt de Marine Le Pen, là où il faudrait qu'on regarde la Lune. La Lune, c'est la remise en question de l'état de droit, des libertés fondamentales, de la liberté de la presse, de la liberté individuelle, du fait qu'elle veut, au fond, diviser les Français. Diviser les Français parce que, encore hier, c'était confirmé, les prestations sociales ne seraient réservées qu'aux Français, et même pas aux étrangers en situation régulière. Donc, regardons en face ce que veut faire Marine Le Pen, et ne mettons pas en question des choses qui ne sont pas en question aujourd'hui. Oui, on peut, dans notre pays, avoir des libertés individuelles fondamentales, et je pense qu'il est important qu'on regarde bien le débat que Marine Le Pen pose, parce que c'est celui-là qui, à mon avis, mérite notre discussion. Au soir du premier tour, Emmanuel Macron a lancé un grand appel au rassemblement, en y incluant tous ses concurrents qui ont appelé à voter pour lui en vue du second tour.
Il a laissé entrevoir une forme de grande formation politique, peut-être un groupe unique à l'Assemblée. Quel est le sens de tout ça? Vous savez, en 2017, en 2016, le président de la République a dit « Nous devons sortir de ces carcans », soi-disant qu'il y aurait des hommes de droite ou des femmes de gauche, et qu'en faisant cela, on s'interdirait de faire des choses justes et efficaces pour le pays. Moi, je suis fière d'appartenir, vous voyez, à un gouvernement qui m'a mis autour de la même table Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'il faut tous les mettre dans le même parti? Ce n'est pas la question du parti. Déjà, ce qu'a dit le président, très précisément, encore hier, c'est qu'il souhaite continuer à réunir des hommes et des femmes qui veulent faire avancer la France indépendamment de leurs histoires, de leur passé, de leurs étiquettes. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensemble. Ensuite, c'est pas une façon d'empêcher de monter des personnalités qui pourraient avoir des velléités d'autonomie au sein d'une majorité. Je pense évidemment à Édouard Philippe et sa formation Horizon. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Ce que dit le président ensuite, c'est sur le projet. Vous voyez, aujourd'hui, il va être au Havre, il va parler d'écologie. Sur le projet, dans cette optique de rassemblement, on regarde, personne n'est propriétaire ni de ses électeurs ni de ses idées. Si M. Jadot, si M. Mélenchon, si Mme Pécresse, si Mme Hidalgo disent des choses qui peuvent enrichir notre projet, qui sont d'ailleurs des choses qui peuvent unir les Français plutôt que de les diviser comme le veut Marine Le Pen, et que, typiquement sur l'écologie, des propositions peuvent être reprises pour faire avancer les choses de manière constructive et efficace, on va évidemment le faire. Mais là aussi, regardons de quoi notre pays a besoin. Il a besoin d'action. Il a besoin d'unité, de rassemblement, de dépassement. Et donc, la main tendue d'Emmanuel Macron, c'est que, d'ailleurs, chacun est libre d'adhérer. On n'est pas dans un système parlementaire. Mais une formation unique ou même un label unique de gouvernement, ça veut dire que la seule alternative, elle est dans les extrêmes. C'est un petit peu dangereux, non? D'abord, chacun est libre de présenter un projet. Il y avait 12 candidats au premier tour de l'élection présidentielle. J'ai l'impression que ça n'a empêché personne de pouvoir présenter un projet. Ensuite, ce projet doit convaincre. Et le président l'a dit sur quelques grandes réformes. Qu'on puisse travailler avec des hommes et des femmes qui ne sont pas dans la majorité. Il l'avait dit dans son meeting également à la Défense, que la majorité est nécessaire dans la Ve République pour gouverner, mais on a besoin évidemment de donner une place à ceux qui ne sont pas dans la majorité et qui veulent contribuer sur quelques grandes réformes. Regardez ce qui s'est passé au Sénat pendant quelques années. Il y avait un groupe indépendant qui n'était pas dans la majorité, mais qui apportait des idées, qui apportait des amendements, qui est dans une démarche constructive, parfois d'opposition, parfois de soutien, et c'est utile au pays que sur l'école, sur la santé, sur les services publics, sur des grands enjeux aussi institutionnels, de révision par exemple des institutions, on puisse travailler au-delà de la seule majorité. Et ensuite la majorité, quand on crée la maison commune, quand aujourd'hui les hommes et les femmes s'engagent pour le projet du président, de fait on a fait un rassemblement. Ce rassemblement, il est visible aux yeux des Français, ça ne s'est pas fait dans un conciliabule entre des partis, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent à porter un projet, et donc on veut continuer dans cette dynamique. Merci beaucoup Amélie de Montchalin. Merci beaucoup.